La Belgique va-t-elle devenir le premier pays de l'UE dirigé par des marxistes? Je regardais ce graphique de sondage pour la Belgique de Politico l'autre jour, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le PTB, le Parti du Travail de Belgique, a doublé ses résultats depuis la dernière élection. Passant de 12%, ce qui ne leur avait valu qu'une modeste 6e place lors de l'élection, à 24%, ce qui les place à égalité pour la première place dans la marge d'erreur. C'est à Bruxelles, la capitale du pays. À Anvers, ils sont déjà aussi à 20%. En Wallonie, ils sont montés à 18%. Et même en Flandre, ils viennent de dépasser la barre des 2 chiffres. Il faut reconnaître que la Belgique est un pays très fracturé politiquement. Il y a 4 partis qui oscillent entre 20 et 25% et 4 autres, à égalité à 10%. Mais malgré tout, c'est une progression énorme. Et si on remonte à 2016, le PTB n'était qu'à 6%. Il a connu une ascension fulgurante au cours de la dernière décennie. Et je trouve fascinant qu'un parti socialiste marxiste ait réussi à faire cela. De plus, le PTB, ou PVDA comme on l'appelle en flamand, est le seul parti qui soit pleinement représenté au niveau national, représentant Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Beaucoup, voire tous ses concurrents, se sont divisés en partis régionaux de chaque côté. Alors, cela pourrait-il être le point de bascule pour que la Belgique devienne un pays marxiste ? Que se passerait-il s'ils arrivaient au pouvoir lors des prochaines élections ? Et comment en sont-ils déjà arrivés là ? Découvrons-le. Le paysage politique européen a connu son lot de surprises au cours des dernières décennies, même en Belgique, où l'actuel Premier ministre vient d'un parti flamand, qui défend la réunification avec les Pays-Bas. Mais en dehors de la Belgique, rares sont les histoires aussi fascinantes que l'ascension du Parti du Travail de Belgique. Connu sous le nom de PTB en français, et de PVDA en flamand, ce parti a accompli quelque chose que de nombreux politologues pensaient impossible dans l'Europe occidentale moderne. Prendre une organisation marxiste-léniniste marginale et plutôt radicale, et la transformer en une grande force politique de premier plan. Cela semble avoir été exactement l'inverse dans la plupart de l'Europe depuis l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide. De nombreux partis traditionnels de gauche à travers l'Europe ont décliné, ou bien ils ont compromis leurs valeurs pour rester au pouvoir, en penchant davantage vers le centre. Mais le PTB a fait l'inverse. Il est resté fidèle à ses racines sans doute plus radicales, a reformulé son message pour l'ère moderne, et a commencé à convaincre des centaines de milliers d'électeurs. Comprendre comment un parti marxiste a réussi à accomplir cela au cœur de l'Europe nécessite de revenir sur ses origines, et de voir ce qu'il représente réellement aujourd'hui. Pour comprendre le PTB aujourd'hui, il faut d'abord remonter aux années 60. Leurs racines se trouvent dans les grands mouvements de protestation étudiante de 1968 en particulier, à l'Université catholique de Louvain. À l'époque, et même encore aujourd'hui, la Belgique était profondément divisée sur le plan linguistique et culturel, et l'université elle-même était en train de se scinder entre ses sections néerlandophones et francophones. Au milieu du chaos, un groupe d'étudiants très idéologiques, mené par une figure charismatique nommée Lulu Martens, s'est désabusé de la politique traditionnelle. Il considérait le parti marxiste belge existant, ou parti communiste, comme trop mou, bureaucratique, et pire que tout, trop conciliant, et aligné avec l'Union soviétique, qu'il pensait avoir abandonné les véritables idéaux révolutionnaires, et ne pas avoir, potentiellement, les meilleurs intérêts de l'Europe à cœur. Influencés par la révolution culturelle en Chine, ces étudiants ont d'abord adopté le maoïsme. Ils ont fondé un mouvement appelé Hamada, qui signifiait Alle Macht an die Arbeiter, c'est-à-dire tout le pouvoir aux travailleurs. Ce qui distinguait ces étudiants des intellectuels universitaires typiques, c'était leur engagement à vraiment mettre la main à la pâte. Pour vraiment comprendre la classe ouvrière, ces jeunes instruits ont laissé leurs études de côté. Ils ont pris des emplois comme ouvriers d'usine et dockers, mineurs au cœur du secteur industriel belge, dans des endroits comme Anvers et Liège. Ils voulaient fonder un parti sur la base ouvrière. En 1979, Hamada s'est officiellement transformé en un parti politique structuré, prenant le nom de Parti du Travail de Belgique. Pendant près de 3 décennies, le PTB était resté largement en marge de la politique belge. Malgré leur travail militant dans les syndicats, ils étaient un peu considérés comme un parti dogmatique et sectaire. Ils ne remportaient qu'une infime part des voix lors des élections. Et pour l'électeur belge moyen,
ils étaient pratiquement invisibles. Donc, vers le milieu des années 2000, le parti a compris que s'il ne changeait pas d'approche, il allait disparaître. L'ancienne garde vieillissait, et ce langage dogmatique du XXe siècle n'arrivait plus à toucher une main-d'œuvre en pleine évolution. En 2008, ils ont tenu un congrès historique du parti qui a tout changé. Ils ont décidé d'arrêter de parler comme un vieux manuel révolutionnaire et de simplement commencer à parler comme des gens ordinaires. Ils n'ont pas abandonné leurs convictions marxistes fondamentales, mais ils se sont fondamentalement orientés vers la résolution des vrais problèmes quotidiens auxquels les gens étaient confrontés, et vers les réalités de la classe ouvrière. Le parti s'est ouvert. Il a renoué des liens avec les syndicats et autres organisations progressistes, devenant un parti marxiste moderne. Selon eux, un parti pour tous ceux qui voulaient changer le monde, pour les gens de la classe ouvrière, pour le peuple d'abord, pas pour le profit. Ils ont également adopté massivement les réseaux sociaux, construisant un dispositif numérique qui finirait par surpasser presque tous les autres partis politiques en Belgique. Fait crucial, ils ont construit un vaste réseau de solidarité communautaire qui leur a donné une crédibilité réelle bien avant qu'ils ne commencent à gagner ou à obtenir de bons résultats aux élections. Leur initiative la plus célèbre est un médecin pour le peuple, un réseau de cliniques où des médecins, des infirmiers et d'autres spécialistes offrent des soins de santé entièrement gratuits aux habitants des quartiers ouvriers. Les médecins qui y travaillent acceptent le même salaire fixe que tout autre membre du personnel du PTB. Ce projet a prouvé aux électeurs que le parti ne se limitait pas à de simples promesses. Il soignait et soutenait activement les communautés marginalisées, sans rien demander en retour, et cela même avant d'arriver au pouvoir. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Avant d'aller plus loin, clarifions 2 idées reçues sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. Aujourd'hui, le PTB se décrit comme un parti marxiste moderne. Ils ne cachent pas leur position anticapitaliste, mais ils l'articulent autour de l'équité et de la solidarité, plutôt que d'un contrôle étatique à la soviétique. Leur programme repose sur quelques propositions importantes et très populaires, conçues pour contraster fortement avec l'austérité européenne classique. Quelles sont donc ces propositions ? Eh bien, la première concerne leur politique économique. Le PTB défend très fermement une taxe sur les millionnaires, un impôt sur la fortune qui viserait le 1% des plus grandes fortunes en Belgique et utiliserait cet argent pour financer les services publics. Ils militent également activement pour ramener l'âge de la retraite à 65 ans, augmenter le salaire minimum et plafonner les prix des biens essentiels comme l'électricité et la nourriture. Ils défendent aussi fortement le système belge d'indexation des salaires. C'est un dispositif existant qui ajuste automatiquement les salaires à l'inflation, mais que beaucoup d'organisations patronales souhaitent supprimer. Sur la scène européenne, le PTB était plutôt eurosceptique, mais d'un point de vue clairement de gauche. Ils ne veulent pas quitter l'Union européenne, mais ils considèrent l'Union européenne comme une machine construite par et pour les multinationales. Ils affirment que les traités de l'UE imposent légalement des politiques néolibérales.
Ils imposent la privatisation des services publics comme les chemins de fer et la poste, et empêchent les pays de réguler les marchés pour protéger leur population. Ce qui rend le PTB encore plus unique dans le système politique incroyablement complexe de la Belgique, c'est quelque chose que j'ai mentionné plus tôt. Ils sont l'un des rares, pour certains la seule formation nationale pertinente qui subsiste. La Belgique est strictement divisée entre la Flandre néerlandophone au nord et la Wallonie francophone au sud. Toutes les autres grandes familles politiques, les socialistes, les libéraux, les écologistes, les démocrates chrétiens, se sont complètement scindés en partis flamands et francophones distincts, parfois indépendants, qui parfois à peine se parlent entre eux. Le PTB reste une organisation unifiée. Ils ont simplement un nom en néerlandais et un nom en français. Ils ont une seule équipe dirigeante, une seule stratégie, et ils rejettent explicitement le nationalisme linguistique qui définit souvent la politique belge. Ils prônent l'unité de la classe ouvrière des deux côtés de cette frontière linguistique. Longtemps, les efforts du PTB n'ont pas abouti à de grands gains électoraux. Ils ont remporté leurs 2 premiers sièges au Parlement fédéral en 2014, mais la véritable explosion a eu lieu après 2017, menant à la triple élection historique de 2019, lorsque les gens ont voté au niveau fédéral, régional et européen. Et cela s'est poursuivi en 2024. En 2019, ils sont passés d'une petite nuisance politique à ce qui a été, en réalité, un véritable séisme politique. Ils sont passés de 2 sièges au Parlement fédéral à 12, recueillant près de 14% des voix en Wallonie et réalisant de grandes percées dans la capitale, Bruxelles. Au moment où les élections de 2024 sont arrivées, ils ont encore renforcé leur position, augmentant leur présence jusqu'à devenir une force incontournable au Parlement. Pourquoi ont-ils connu une croissance si rapide à cette période ? La réponse tient à la combinaison d'anxiété économique et à l'échec des partis traditionnels. La fin des années 2010 et le début des années 2020 ont été difficiles pour les gens ordinaires. Elles le sont toujours. Entre les conséquences financières de la pandémie et la grave crise énergétique provoquée par l'instabilité géopolitique, le coût de la vie a explosé. Et tandis que les partis traditionnels au pouvoir en Belgique continuaient de parler de déficit budgétaire compliqué et de compétitivité des entreprises, le PTB menait des campagnes agressives et très efficaces, montrant par exemple comment les groupes énergétiques engrangèrent des milliards, tandis que les familles ordinaires ne pouvaient plus chauffer leur logement. Ils ont aussi tiré parti du désenchantement envers la gauche traditionnelle. Historiquement, la Wallonie et Bruxelles étaient des bastions du Parti socialiste de Belgique. Cependant, des décennies de participation de ce parti aux coalitions gouvernementales avaient laissé les électeurs de la classe ouvrière quelque peu frustrés. Pour rester au gouvernement, ils ont souvent accepté des compromis, coupes budgétaires et réforme des retraites. Le PTB a réussi à présenter le centre-gauche traditionnel comme un groupe de politiciens de carrière qui avaient en quelque sorte trahi leur base. Lorsque les électeurs cherchaient une alternative pour exprimer leur colère, le PTB était là. Ils étaient exempts de tout scandale, non entachés par des décisions gouvernementales impopulaires. C'est vrai, ils n'avaient jamais gouverné, mais quand même. Ils comptaient surtout sur le fait d'être des gens comme les autres. Le PTB exige que tous ses élus, des conseillers communaux locaux aux députés fédéraux, vivent avec un salaire moyen d'ouvrier, généralement autour de 2500 € par mois. Ils doivent aussi reverser le reste de leur salaire au parti. Cette politique est un excellent outil marketing pour le PTB, permettant à ces politiciens de prouver à un électeur de la classe ouvrière qu'ils ne sont pas motivés par l'argent. Cela a créé un profond sentiment d'authenticité que les partis traditionnels ne parviennent tout simplement pas à reproduire. Donc, si leur popularité et leur soutien continuent de croître, ont-ils une chance de gagner les prochaines élections ? Eh bien, comme tout en Belgique, surtout la politique, c'est compliqué. En Belgique, aucun parti n'obtient la majorité. Le pays est tellement fragmenté politiquement que les gouvernements sont toujours de grandes coalitions de 4, 5, une fois même 7 partis différents réunis ensemble. Donc une victoire pour le PTB ne signifie pas obtenir 51% des voix. Cela signifie devenir tellement important en Wallonie et à Bruxelles, qu'il devient mathématiquement impossible de former un gouvernement de centre-gauche sans eux. Selon les derniers sondages, ils ont sans cesse rivalisé pour la première ou la deuxième place, du moins dans les régions francophones. Malgré leur large soutien électoral, la possibilité pour eux d'intégrer un gouvernement fédéral reste assez compliquée. Les partis traditionnels de centre-droit et les libéraux jugent les politiques du PTB dangereuses et inapplicables, tandis que le PTB refuse aussi de collaborer avec eux.
Sinon, ils demeurent aussi très sélectifs quant à leur accès au pouvoir. Ils ont répété qu'ils ne rejoindraient pas un gouvernement juste pour des postes ministériels, s'ils doivent compromettre leurs principales revendications, comme baisser l'âge de la retraite ou instaurer l'impôt sur la fortune. Ils constatent que les partis marxistes en France et en Italie, ayant rejoint des coalitions, se sont dilués puis sanctionnés par les électeurs. Mais ils sont des éléments clés des majorités locales dans 2 communes, comme Sint-Jans-Molenbeek ou Vorst, avec les Verts et les sociaux-démocrates. Et ce ne sont pas de petites villes non plus. Elles comptent chacune 160 000 habitants. Au niveau national, le PTB préfère rester fort dans l'opposition et pousser le débat à gauche, plutôt que de rejoindre un gouvernement où il devrait appliquer des politiques qu'il rejette. Cependant, au niveau régional, en Wallonie, à Bruxelles ou dans d'autres grandes villes, comme je l'ai mentionné, la pression pour former une alliance de gauche avec les socialistes traditionnels est forte, et c'est là que se trouve leur chance la plus réaliste d'accéder au pouvoir exécutif. Dans un scénario hypothétique où ils arriveraient au pouvoir, le pays changerait probablement beaucoup. Ils mettraient en place cet impôt sur la fortune. Ils modifieraient le système fiscal, réduiraient les impôts pour les travailleurs aux revenus faibles et moyens, et nationaliseraient sans doute plusieurs secteurs clés. Ils investiraient aussi dans les travaux publics. Et pour le citoyen moyen, si leurs propositions étaient suivies et fonctionnaient correctement, cela signifierait probablement une redistribution massive des richesses du haut vers le bas. Le filet de sécurité sociale serait renforcé et le gouvernement contrôlerait davantage le pouvoir des entreprises. Mais cela pourrait aussi avoir des effets négatifs. Par exemple, une Belgique gouvernée par le PTB ne réussirait pas comme seul gouvernement marxiste de l'UE. Il défierait probablement les règles budgétaires européennes. Il se battrait pour que les traités européens soient réécrits. Et cela mènerait à une confrontation politique majeure. L'UE dispose de mécanismes pour sanctionner les pays qui violent les traités. Mais vous savez, traiter avec un État membre fondateur qui détient les clés du siège de l'UE pourrait rendre les choses un peu différentes de ce qu'elles ont été par le passé pour d'autres pays. Je pense que la principale menace pour un tel gouvernement ne serait pas seulement les querelles politiques, mais la réaction des marchés mondiaux. Le capitalisme est très interconnecté. Si une nation riche d'Europe occidentale élisait un gouvernement déterminé à taxer les millionnaires et à limiter le pouvoir des entreprises, elle ferait probablement face à une fuite de capitaux et certaines entreprises pourraient déplacer leur siège hors du pays. Les marchés financiers essaieraient certainement de les punir, cherchant à en faire un exemple pour que d'autres pays ne prennent pas les mêmes mesures, qui sont négatives pour ceux qui profitent du statu quo. Donc, s'ils arrivaient au pouvoir, leur survie au gouvernement dépendrait entièrement de la force de leur soutien populaire face à cette grande pression économique extérieure. Le scénario le plus réaliste, même dans le cas peu probable où ils parviendraient réellement à une position de premier plan au gouvernement, serait celui d'un certain compromis. Il est intéressant de voir comment, quoi qu'il en soit, ils font pencher le débat vers la gauche sur tous ces sujets, et potentiellement forcer d'autres partis plus modérés et au pouvoir à modifier leurs propositions, afin de ne pas perdre tout leur soutien au profit de ces derniers.